Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler des nouveautés dans Inertia et plus particulièrement la version 2. Alors le but de ce tutoriel, ce n'est pas d'expliquer ce qu'est Inertia en détail ou même de faire un tutoriel complet dessus. Si vous voulez que je fasse un tuto complet sur Inertia en partant de zéro, from scratch, pour montrer à quoi ça sert et dans quel cas ça peut être intéressant, dites-le moi en commentaire et je ferai quelque chose sur ça. Le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec la version 2, les nouveautés qu'il y a. Donc c'est surtout destiné à des gens qui connaissent déjà un tout petit peu le principe d'Inertia, même si je vais faire un rapide rappel. Alors tout d'abord, Inertia, c'est une technologie qui évolue principalement dans l'écosystème Laravel en PHP, mais pour autant, c'est une technologie qui est utilisable avec plusieurs frameworks et plusieurs langages. On peut même l'utiliser avec Node.js ou encore Elixir. Inertia, c'est un protocole qui vous permet d'utiliser votre backend pour renvoyer des vues avec le framework front-end de votre choix, que ce soit Vue, Svelte ou React, et le tout sans jamais créer d'API. Si on revient un peu sur le principe de base d'une SPA, vous avez le client qui fait une demande, ça va aller vers un serveur front à vous qui renvoie votre front-end, donc en général sur un serveur statique ou autre, mais ça va renvoyer surtout du HTML, CSS, JS. Ensuite, votre JS va s'exécuter, il va aller faire des calls d'API vers votre serveur d'API. Cette API va renvoyer du JSON, le front va exécuter tout ça et mettre à jour les vues. Et ainsi de suite, à chaque interaction, s'il y a de nouvelles données, on fait un call JSON et ça revient. Le problème de cette technique, c'est que comme on découple un peu tout, la façon dont on réfléchit aux données ou même la façon dont on réfléchit au rendu peut vite devenir compliqué. Le plus gros avantage de cette technique-là, c'est que l'API peut être réutilisée dans d'autres endroits. Mais il y a certains cas où vous faites une application web où il n'y a que le web qui sera utilisé. Il n'y a pas d'application mobile, pas d'autres supports, pas d'autres plateformes. Et donc, créer toute une API séparée, ça peut ralentir votre façon de travailler. C'est là qu'intervient Inertia. Ici, dans la page d'accueil, il donne un exemple très concret. Ici, on a un user controller qui permet d'aller récupérer des users. Et en temps normal, si ça c'était une API, ça renverrait juste du JSON et après le front-end devrait faire appel à ce JSON, etc. Ici, à la différence, on renvoie une vue inertia ou plutôt une réponse inertia. Cette réponse inertia, en fait, elle va charger un fichier users.view et on peut passer les données directement telles qu'on veut dans notre langage de prédilection. Ça, c'était pour le rapide rappel. Maintenant, regardons les nouveautés de la version 2. Il y a plusieurs choses qui ont été amenées et on va les voir une par une avec un exemple concret. Tout d'abord, on va commencer par le polling. Le polling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller pinguer le serveur pour demander des choses, pour voir si quelque chose a changé. Inertia nous donne ici des fonctions pour simplifier le polling, alors qu'avant, il fallait soi-même créer son propre système de polling, et c'était embêtant pour plein de raisons. Alors on est très content d'avoir une version Inertia directement présente. Pour chacune des features que je vais montrer, Inertia a créé un adaptateur dans chaque framework qu'il supporte. Alors pour vous montrer comment fonctionne le polling, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé une page de statistiques. Pour l'instant, dans cette page de stats, on voit qu'il n'y a absolument rien. On va aller regarder un peu le code. Ici, on voit que j'ai mon routeur. Je charge la home où je charge une vue home.vue.js. Et ici, une page stat où je charge stat.vue. C'est ce que vous voyez ici. On a un layout qui permet d'afficher le menu et le titre. C'est tout. Notre but maintenant, c'est d'afficher des statistiques. Alors pour ça, je renvoie différentes données. Donc je renvoie un titre, je renvoie 4 statistiques qu'on va renommer. Et pour ça, c'est tout ce que je fais. Et on va aller dans les stats et regarder un peu comment ça fonctionne. Alors, la première chose, c'est que ici, si je veux pouvoir récupérer toutes mes données, il faut que je fasse un define props. Et donc, je définis des propriétés que le back me renvoie. C'est comme ça que dans le front, on peut récupérer les propriétés. Et ça, on peut le faire que dans les composants de premier niveau, c'est-à-dire les composants qui représentent une page. Donc, on vient ici, et moi, je veux dire que j'attends un title, qui sera une string, qu'on va attendre un stat1, qui sera un number, hop, et ça, je vais le dupliquer plusieurs fois. Une fois qu'on a ça ici, au lieu de faire ça, je peux faire directement title, comme ça. Et plus bas, je peux faire un ensemble de choses. On va mettre ça dans des colonnes. Columns, div colonne. Et ici, on va mettre stat1. Et on va dupliquer tout ça. Tac, tac, tac. Et 4. Hop, ici, c'est pas 14, c'est 4. On voit que ça fonctionne. On a nos 4 stats. Je vais entourer nos 4 stats d'une petite balise box. Donc pour ça, je viens prendre tout ça, on fait ça, on fait ça, on met une petite balise box comme ça, on remet le crochet du début et on fait ça. Et on est bon. Donc là, comme vous voyez ici, ces stats-là, elles sont fixes. Mais imaginons que ces stats-là, c'était des stats, par exemple, de paris sportifs ou d'un jeu en ligne en cours. Et ce qu'on veut, c'est que ces stats, elles se mettent à jour automatiquement. On veut aller vérifier les données pour voir si des données ont changé. Alors aujourd'hui, pour simuler ça, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais mettre typo plus grande en mettant un title ou juste un is up size 1 comme ça, tac, en plus gros, parfait. Et ce qu'on va faire pour simuler ça dans le backend, c'est que, comme vous voyez ici, j'ai mis un mtrand. Donc à chaque fois, les données vont changer. Et donc, ici, pour faire notre polling, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de faire import use poll et on récupère ça de Inertia. Donc là, c'est arrobase inertia.js slash le framework que vous utilisez. Moi, c'est Vue 3, donc c'est slash Vue 3. Si on était en Svelte, on met Svelte. Si on était en React, on met React, etc. Et les fonctions dépendent de ça. Ensuite, on peut juste appeler directement usePoll. usePoll, il prend plusieurs paramètres. Mais le premier paramètre et le plus important, c'est le temps.
Donc nous, on peut juste dire usePoll, 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde, et il va en fait recharger cette page-là. Donc en gros, c'est comme s'il allait rappeler cette page stat. Inertia, à chaque fois, va voir qu'il rappelle cette page stat, il va voir que les données ont changé, va les merger, etc. Vous allez voir, c'est automatique. Là, si je recharge, on le voit déjà, toutes les secondes, voilà. On peut aller observer ce qui se passe dans la console. On peut voir ici que, vous voyez, toutes les secondes, il fait un appel. Et en fait, Inertia, qu'est-ce qu'il fait en background? Inertia, il fait cet appel. Il voit que le serveur lui renvoie tout un tas de choses, etc. Et donc, il se passe tout ça. Ce qui est un peu dommage ici, c'est que ça renvoie même le title, alors que mon title, je sais qu'il ne va pas changer. Et là, en fait, en Inertia, on peut faire tout un tas de choses. On peut demander à ne récupérer que certaines données et pas toutes les données. Et donc pour ça, ici, ce qu'on peut faire, c'est que dans les statistiques, on peut rajouter un paramètre ici. Et tous les paramètres qu'on met là, c'est les mêmes paramètres qu'on peut mettre dans les appels Inertia. Alors dans la documentation d'Inertia, ici, ils ont quelque chose qui s'appelle les pages, vous allez, les manuels visites et les links, etc. Vous allez voir qu'il y a plein de paramètres. En fait, tous les paramètres d'une visite manuelle, on peut les passer ici en paramètres du usePoll. Donc moi, un des paramètres que je veux, c'est pour ce qu'on appelle les requêtes partielles. Et donc, je vais pouvoir dire ici que je ne veux only, et là, je peux lui dire, par exemple, si je veux only stat 1. Et donc là, il ne va rafraîchir que stat 1. On revient ici, si on recharge la page, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il ne rafraîchit que la stat 1. Et vous voyez, même dans la requête ici, on voit que dans les props, il n'a passé que la stat 1. Alors, ce qui est intéressant ici, ça fonctionne bien, c'est nickel, mais il va quand même exécuter un peu tout ça. Tout ça, ça veut dire que c'est exécuté, même si c'est pas renvoyé dans la requête, c'est exécuté entre guillemets pour rien. Inertia, il permet de justement ne pas exécuter ça si on n'en a pas besoin, et il permet de faire ça justement grâce à ce qu'on appelle le lazy loading. Ici, c'est pas le load when visible, c'est le partial reload, voilà, ici. Si on va dans la doc et qu'on regarde le partial reload, on voit qu'il explique tout un tas de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est côté back. On voit côté back, on a un lazy, on a un always, etc. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire c'est exécuté à chaque fois. On peut le mettre dans une fonction, ce sera exécuté lors de la première visite, optionnel lors des partiels et seulement évalué quand c'est nécessaire. Ensuite, on a le lazy qui n'est jamais inclus dans la première visite et seulement appliqué quand on en a besoin. Et ensuite, on a le always qui est appliqué quel que soit ce qui arrive. Nous, ce qu'on veut, c'est celle-là. C'est qu'on peut mettre justement juste une fonction qui renvoie la valeur. Donc, c'est-à-dire que pour toutes ces choses-là, ici, on met une fonction et lui ne va exécuter cette fonction callback que si la requête est demandée ou si c'est la requête initiale. Et donc là, on peut aller vérifier. À la requête initiale, toutes les données sont là. Celle-ci est bien mise à jour et on a bien ici une seule stat qui est passée, etc. Et en fait, les exécutions côté back de ça ne sont plus faites. C'est-à-dire que ces fonctions ne sont jamais exécutées. Et donc, on peut demander plusieurs choses comme ça. Là, j'ai mis stat 1, mais je pourrais très bien lui dire, en fait, je veux aussi que tu mettes à jour la stat 2, par exemple. Et donc, hop, là, on est bon, on voit que dans le polling, tout se passe bien. Dans le polling, parfois on veut du polling automatique comme ça pour absolument tout, et parfois on veut pouvoir maîtriser nous-mêmes le polling. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir le commencer parce que c'est sur une petite brique ou quoi, ou c'est en fonction d'une action utilisateur, etc. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est que ici, le polling renvoie une fonction, vous pouvez faire un const ici, et il renvoie une fonction qui s'appelle start et stop. Et donc, quand vous avez ce start et stop, vous pouvez manipuler directement le polling vous-même. Par défaut, ici par exemple, si je mets un petit bouton en dessous de mon title, et on va dire start, et ici je vais mettre un clic, oups, qui fait un start, et on va mettre un stop aussi, et ici on va juste copier stop comme ça. Si je recharge la page, donc nous on a le polling qui fonctionne de manière automatique à la base. Si je fais stop, vous voyez que ça stop. On voit plus de requêtes là, je peux cleaner tout ça, plus de requêtes. Je refais start, ça recommence, c'est nickel, et tout est bien mis à jour. Et le stop. Mais vous voyez que le polling il a commencé dès le début. Si vous voulez pas que le polling commence, vous avez un troisième paramètre là qui sert à prendre des paramètres spécifiques. Et ici, on a quelque chose qu'on appelle auto-start. Vous pouvez mettre auto-start à false. Et donc, si on recharge la page et qu'on regarde ici, on voit bien que rien ne commence. Si je clique sur start, il fait bien le polling. Et ce qui est bien foutu, c'est que si je clique sur start plusieurs fois, en fait, à chaque fois que j'appuie sur start, en fait, il stoppe le polling. Et donc, dès que on lâche le bouton, là, il recommence son polling. Stop et start. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier vous-même si, quand quelqu'un clique sur start, est-ce que c'était déjà en start ou pas. Parce que lui, il gère, a priori, tout ça tout seul. Passons maintenant à la deuxième chose vraiment très intéressante, c'est le prefetching. Alors le prefetching, qu'est-ce que c'est? Le prefetching, c'est une technique qui consiste à précharger un contenu en arrière-plan avant de l'afficher. Et donc en UX, une technique de prefetching qui est assez intéressante, c'est de commencer à charger une page avant même que la personne ait cliqué sur la page, dès qu'elle approche sa souris, parce qu'on part du principe que si la souris s'approche, il y a une intention potentiellement d'aller sur la page. Et donc pour certaines pages lourdes, on peut se permettre de faire ça pour précharger la page ou pour donner une impression que c'est plus rapide. Et donc ici, pour simuler ça, je vais ajouter du temps. Je vais faire en sorte que ce soit vraiment très long, ou même directement sur les stats, pardon. Je vais mettre quelque chose de très lent pour que vous puissiez voir la différence entre le prefetching et sans prefetching. Alors ici, pour simuler ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un slip. Ici, on va venir ici, on va mettre un slip même sur une seule chose. D'ailleurs, on n'est pas obligé de le mettre sur tout le monde. Donc je vais le mettre juste, vous allez voir, tiens, sur le titre, tiens. Donc ici, je mets un
slip, tac, comme ça, je mets un slip de, par exemple, 1000 c'est en secondes, pardon. Donc je vais mettre un slip de 4 secondes. Ici, le slip, je crois, il faut vérifier qu'il soit à 0 pour dire que tout s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, je mets ma string. Et si ça s'est mal passé, je le vide, c'est pas très grave. Donc là, le fait qu'il exécute ça à chaque fois, parce que ça, ce sera exécuté la première fois, mais pas dans les prochains. Ici, je vais mettre ça à chaque fois. Et vous allez voir, comme il y a ça, la page va mettre énormément de temps à charger. Donc, par exemple, si je vais sur la home et que je reviens sur stats, regardez, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps. On attend, ça prend 4 secondes, et hop, au bout de 4 secondes, ça s'affiche. Et donc, pour simplifier tout ça, vous pouvez mettre du prefetching. Le prefetching, comment ça fonctionne? Il suffit de mettre, en fait, tout simplement, l'attribut prefetch sur vos liens Inertia. Donc, dans Inertia, on peut utiliser des links comme ça, et donc on peut mettre l'attribut prefetch, et ça suffit. Donc, moi, je vais aller dans mon layout, qui s'appelle App Layout, où il y a tous mes liens, et ici, sur le lien de stats, je vais mettre un prefetch, comme ça. Et on va voir que hop, là, ça change, ça va changer pas mal de choses. Donc, je recharge la page, je clique sur les stats, et vous allez voir que c'est quand même lent, mais c'est un poil plus rapide que tout à l'heure. Et je vais vous le démontrer. Si je quitte ici et que je reviens, vous voyez que là, c'est instantané. Parce qu'en fait, le prefetching, il va en plus mettre les choses en cache, pardon, pendant un certain nombre de secondes. Donc, vous voyez que comme je suis déjà allé dessus une fois, quand je reviens, c'est quasiment instantané. Maintenant, je vais recharger la page d'accueil, on va cleaner tout ça, et on va voir comment le prefetching fonctionne. C'est-à-dire que là, si j'approche ma souris, regardez, la requête a déjà commencé à être faite, ce qui veut dire que là, si j'attends, vous voyez que j'ai pas cliqué, j'ai juste approché ma souris, il a fait la requête, j'ai cliqué sur rien. Si là maintenant je clique, vous voyez que c'est instantané. Pourquoi? Parce que comme il avait déjà prefetch, au moment où je clique réellement, il voit qu'il y a déjà eu prefetch, et tout ce qui charge, c'est la vue côté Vue.js, et après les données elles sont déjà existantes, et voilà. Et donc, et je reviens, c'est déjà là. Donc c'est le prefetching, c'est ça. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plein de choses qui nous permettent de faire du prefetching direct où c'est lui qui gère, il gère l'événement. Donc lui, l'événement, c'est au mouse over. Il met un cache par défaut pour nous, qui est de 30 secondes. Et nous, après, on peut préciser le cache. On peut dire le cache, il est pour 1 minute, 10 secondes, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est que par exemple, je vais mettre cache fort et je vais mettre 3 secondes pour que vous puissiez voir. On va mettre, allez, 5 secondes. Donc je mets un cache de 5 secondes. Je reviens ici, on va aller sur la home, je recharge la page. On va survoler, comme d'habitude, et on va attendre un peu que la requête soit terminée. Je clique sur stat, on voit que c'est bon. Si je quitte et que je reviens, on voit que c'est bon. Je quitte et je reviens. Et là, on voit que ça prend du temps. Parce qu'il y a déjà 5 secondes qui se sont passées. Et comme il y a 5 secondes qui se sont passées, voilà. Et donc le prefetching, c'est ça, c'est pour donner ce côté un peu plus smooth, qui donne l'impression que ça va un peu plus rapidement. Là, j'ai mis un temps qui est assez long, mais sur un temps pas très long, ça fait toute la différence parce que le temps de réaction d'un être humain entre le moment où il survole et quand il clique, et même le temps de réaction du navigateur, est un tout petit peu plus long, qui fait que comme il a prefetch, ça donnera une impression plus rapide. Maintenant, on va regarder un peu la même chose, mais sur le deferred. Le prefetching, c'est une façon de régler les choses, et le deferred, c'est une autre façon de régler les choses. Nous, maintenant, on va regarder le deferred. Alors pour simuler un deferred, je vais d'abord enlever, bon, on peut laisser le fetching, c'est pas très grave. On va venir ici, on va créer une page qui s'appelle stats2 qui contient exactement le même code. Donc on a stats2 comme ça, sauf que le slip, je vais pas le mettre pour le moment. Voilà. Donc là, on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est welcome to your stats, c'est tout. Là, normalement, vous allez voir, la page 2, elle est censée être affichée très rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier toute la partie interface pour afficher les stats, et c'est tout ce dont on a besoin pour le moment. On va aussi ici venir et mettre le title, tac, comme ça, et on va définir bien évidemment nos props pour pouvoir les utiliser. Donc on prend ça et je définis mes props. Ça, je veux que tu affiches, tu render stats2. Donc on recharge la page sur la home et je viens sur deferred, clac, vous voyez, c'est instantané. Parce que j'ai pas mis de slip, j'ai rien mis. Donc c'était comme tout à l'heure. Maintenant, admettons que j'ajoute un slip sur chacun d'entre eux. Je vais ajouter des slips sur chacune des stats. Donc pour ça, je viens ici, je mets mon petit slip de 2 secondes tout simplement là, et je mets égal 0, tac tac tac, on vient ici, et ici on met 0 comme ça, on s'en fiche. Hop! Donc là on voit que ça prend un peu de temps, ça met quelques secondes avant de s'afficher. Donc là on a vu que ça a pris quelques secondes avant de s'afficher. Je reviens sur la home, je reviens sur le deferred, on voit que ça reprend du temps, quelques secondes avant de s'afficher. Je vais même mettre le slip à 1. Je reviens sur la home, je reclique sur deferred, on voit que ça met toujours un peu de temps à s'afficher. Dans ce genre de scénario, parfois, on veut afficher différentes choses qui sont peut-être très rapides. Vous voyez, comme le titre. Le titre, en fait, lui, il est rapide à rendre, et c'est ça qui prend du temps. Mais malgré que ça prenne du temps, et que ça, ce soit rapide, on voit pas le titre. On voit pas directement le titre. Et ben, le deferred, il sert à ça. Le deferred sert à déférer, en fait, certaines données et dire qu'on veut les récupérer plus tard. C'est pas vraiment comme le prefetching, c'est un peu différent. Là, c'est qu'en fait, il va vérifier qui a besoin d'être chargé tout de suite. Il va récupérer les données qui ont besoin d'être chargées tout de suite, et les autres données, il va les afficher plus tard. Et pour ça, il suffit d'appeler inertia.deferred devant la donnée qu'on veut afficher. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre un inertia.deferred sur absolument tout ça, sauf le title. Donc on vient ici, on fait ça, on fait inertia, deferred, hop, on met notre parenthèse, et tac, on met notre parenthèse ici. Et c'est pas deferred, c'est defer. Et là, on voit qu'au chargement, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a absolument rien. Et au bout d'un moment, quand les données sont prêtes, elles reviennent. Hop, vous voyez, donc ça a permis d'afficher le titre très rapidement. Si on va sur la home et qu'on clean tout ça, vous allez voir ce qui se passe. On clique sur deferred, il a directement fait une première requête
où il a récupéré les données qu'il lui fallait. Et ensuite, au stat 2 seulement, là, il est parti récupérer les autres données, sans le title, comme vous le voyez. Parce que lui, là, il va automatiquement savoir que comme c'était en déféré, le title n'a pas besoin d'être récupéré. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas vu le loading, on n'a rien vu. Comment on fait pour gérer tout ça? Bah, c'est là qu'un composant intéressant va venir en route, c'est le composant differ. C'est un composant que vous allez récupérer directement sur Inertia. Donc ici, on peut venir et faire un petit import deferred from @inertia.js /view3. Et donc ce composant deferred, comment il fonctionne? Il suffit en fait de le mettre directement par-dessus les choses que vous voulez afficher. Donc moi, ça va être par-dessus absolument toutes les boxes. Donc on vient ici, prend tout ça, je vais couper, je vais mettre ensuite mon petit deferred comme ça. Ici, on peut mettre un data qui est le data à attendre, la data à attendre pour déférer. Et ici, il suffit de la mettre sous forme de, hop, il suffit de mettre son nom sous forme de string. On va faire ça tout à l'heure. Ensuite, il y a plusieurs choses. Vous pouvez mettre un slot. Donc, dans le cas de React, Vue, etc., ça va dépendre. Dans le cas de Vue, ce qu'on met, c'est quelque chose qui s'appelle template, comme ça. Et ensuite, on met un hash pour définir le nom de ce slot qui sera passé au deferred. Et nous, ici, c'est pour gérer le loading. Donc, nous, donc Inertia, il appelle ça un fallback. Ici, on va mettre fallback, comme ça. Ici, on peut mettre loading ou ce qu'on veut. Donc là, on met loading. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher quand la donnée, elle n'est pas encore prête. Et après, en slot classique, c'est-à-dire en enfant direct, vous mettez tout ce que vous mettez d'habitude. Donc moi, là, ça va être la div que je mets d'habitude. Et donc ici, maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir récupérer le nom. Tac, 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 copier. Je vais en haut dans ma data et je colle tout ça. Je vérifie que tout est bon. On fait coller et on va voir ce qui se passe. Si on revient ici et qu'on recharge la page, on a bien loading, loading. Et au bout d'un moment, on a nos données. Et si je fais home et que je reviens sur deferred, vous voyez qu'on a loading, loading, loading et on a la donnée. Et vous pouvez deferred ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de deferred des choses qui sont les uns à côté des autres comme j'ai fait. On peut très bien avoir une première donnée qui est fixe, une donnée deferred, plusieurs d'autres données qui sont fixes et d'autres qui sont deferred. Et ça, c'est vraiment game changer. C'est vraiment très très intéressant. Alors, ici dans le deferred, c'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir. C'est vous appelez deferred pour différer une donnée plus tard, et ensuite vous appelez le composant deferred pour afficher ce que vous voulez. Vous pouvez déférer sur un même appel différentes données, c'est-à-dire que dans votre backend, vous pourriez dire qu'il y a plusieurs données qui doivent être déférées sur un même composant, d'accord? Moi ici, vous voyez, j'ai fait un composant par deferred. Vous pouvez faire un seul composant pour tous vos données différées et dire que vous attendez toutes ces données-là en différé d'abord. Alors, l'avantage deferred, c'est comme vous voyez, ça donne une impression de rapidité, de fluidité. Et c'est quand même différent du preloading. Et maintenant, voyons la dernière fonctionnalité d'Inertia qui est vraiment très intéressante, qui va nous permettre de faire du infinite scroll par la suite. C'est le lazy loading en fonction de la position dans le scroll. Le lazy loading, on a déjà vu qu'on pouvait le faire avec ce qu'on appelle les partial reload, avec le fait qu'on puisse mettre une fonction au lieu de directement renvoyer la donnée, et donc cette donnée peut être récupérée plus tard par du polling, ou même plus ou moins par du deferred comme on a vu, même si le deferred c'est encore autre chose. Là, le lazy loading, c'est vraiment de le charger uniquement au moment où l'utilisateur va arriver à peu près dans la zone de visibilité, et donc ça fonctionne de manière très similaire au deferred. Et on va voir ce qui les différencie. Donc tout d'abord, on va regarder, on voit que tout ce qu'il nous donne, c'est un onVisible. Et avec ce composant onVisible, on peut lui dire quelle data on veut regarder. Si ce composant apparaît à l'écran, il va aller récupérer cette donnée. Comment on fait ça? Donc j'ai créé une vue stat3 et c'est ici qu'on va faire les choses. On va copier exactement tout ce qu'il y a dans stat2, mais avec quelque chose d'un peu différent, vous allez voir. Alors la première chose, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de defer, ni même de slip. Ici, je vais enlever ça, et on va enlever notre slip aussi. Tac, tac. Donc ici, tout ce qu'on a, c'est un stat3, welcome to your stat, et une URL aussi qui sera stat3. C'est tout. On a notre route ici, stat3, dans lequel on va forcément faire nos define props, donc on les récupère, hop, et on veut les afficher. Et hop, on se regarde ça, et on va sur la page qui s'appelle lazy, on clique, on voit que c'est instant. Parce que là, il n'y a pas de slip, il n'y a rien. On va sur la home, on revient ici, c'est instantané. Maintenant, disons que ces statistiques-là, elles sont très loin dans l'écran. Donc, je vais toutes leur donner des tailles différentes. Je reviens ici. Déjà, la première chose, c'est que je vais dire que toutes les colonnes font 12 parties de l'endroit. Je vais dire ici que c'est multiline. Donc ça, c'est purement du CSS, on s'en fiche un peu. Et donc là, déjà, on les voit les uns en dessous des autres, nickel. Et maintenant, je vais leur donner une hauteur précise. Donc, je viens ici me mettre un petit style et je me mets un min height de, par exemple, je vais leur dire 50 VH chacun qui vont tous faire un peu plus de la moitié de l'écran. Donc moi, mon but maintenant, c'est quoi? C'est que vous voyez, là, les stats, elles sont toutes chargées. C'est-à-dire qu'il y a la 1, la 2, la 4, etc. Mais moi, je veux pas ça. J'aimerais bien que, par exemple, celle-ci et celle-ci soient chargées parce qu'on les voit dès le début, donc logique. Mais je ne veux pas que, par exemple, la deuxième et la troisième, si je sais, moi, qu'à peu près dans mon design, la deuxième, la troisième et la quatrième, pardon, elles sont affichées que plus bas, je veux pas qu'elles commencent à charger les données tout de suite. J'aimerais que ce soit lazy loadé. Alors, il y a plusieurs choses pour arriver à ce résultat. D'abord, la première chose, c'est que on doit dire que ces deux stats-là ne soient pas renvoyées même sur la première réponse. Parce que justement, ce sont peut-être des données un peu lourdes qu'on veut les charger plus tard seulement quand elles sont nécessaires. Et donc pour ça, il faut appeler inertia, lazy. Lazy, ça permet de dire qu'on ne le veut pas au premier chargement, mais qu'on le veut
à chaque nouvel appel qu'il y aura plus tard, en partial reload. Donc on fait ça, lazy, hop, on vient ici. Le deferred, il faut vraiment comprendre que le deferred, c'est différent. Le deferred, c'est quelque chose en tant que tel qui existe pour dire au premier chargement, on renvoie pas ces données tout de suite, mais dès que le front est renvoyé, on fait directement le deuxième appel pour aller les récupérer. C'est pour donner en fait un front, un, quelque chose qui s'affiche à l'écran directement, et pour ensuite chercher les données. Alors que sur le lazy, c'est très différent, c'est on ne renvoie rien au premier chargement, et c'est toi qui décides plus tard d'aller les récupérer. Donc nous, si on fait juste ça par exemple, et qu'on charge la page, on a un, 2, et là on voit que ici on a du vide. Et en fait, nous, ce qu'on veut par contre, c'est que quand on scroll, ça s'affiche. Donc comment on fait ça? On va utiliser notre fameux onVisible. Donc on va sur nos stats ici, on récupère onVisible, donc on fait import onVisible from inertia.js vue3, comme d'habitude. Ce qu'on veut maintenant, c'est entourer absolument toutes les données qu'on veut de ce withVisible. Nous, les données qu'on veut, c'est que les deux dernières. Donc je fais ça, je tac, fais ça, je fais when visible, je mets un petit data où on peut mettre une string pour donner le nom de la data concernée, et je colle tout ça. Voilà, ici je viens, je prends le nom de ma data, je remonte, on va dans data et on le colle. Si on recharge cette page, là vous allez voir quelque chose d'assez marrant. On ferme ça et regardez, si je descends, il y a eu directement les appels pour afficher les stats. Alors c'est tellement instantané que vous vous rendez pas compte. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en plus de ça un slip que sur ces deux-là. Donc je vais aller récupérer mon slip que j'ai ici. Hop, on fait ça, on vient ici tout au bout pour afficher 0. Ok, donc là regardez bien ce qui se passe. On a les deux ici, on voit qu'on a un peu de scroll. On descend, et là on voit que au moment seulement où j'arrive en bas, là il y a eu les requêtes, et là, tac, les données ont été chargées. Et donc c'est fini. Une fois qu'il a fait cette première requête, il va plus aller les rechercher. Si vous voulez qu'il aille tout le temps les rechercher, à chaque fois qu'on rescroll vers un même endroit, vous pouvez ici mettre un always, et ça veut dire qu'à chaque fois que c'est revisible, il faut aller rechercher la donnée. On recharge la page, on descend, on voit que ça s'affiche, on remonte un peu, on redescend, on voit qu'il refait des requêtes, hop, je vais cligner pour que vous puissiez voir, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, et voilà. Et là, sans cesse, il va aller rafraîchir la donnée. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce que ça nous permet de ne pas charger des données pour rien, directement dans la page. Ça permet d'avoir une page qui charge beaucoup plus rapidement. Et donc, grâce à toutes ces petites choses qu'on vient de voir, on peut faire un système de pagination en infinite scroll, on peut faire tout un tas de choses. Et donc ici, pour nous-mêmes nous simplifier la vie de l'infinite scroll, ils ont même mis en place quelque chose pour merger les données entre elles, pour pouvoir dire à Inertia, attention, là on est en train de merger des données, donc merge-les pour moi, et du coup fais de l'infinite scroll. Nous ici, on va pas forcément le faire, parce que le tuto commence à être un peu long. J'espère en tout cas que vous avez vu les nouveautés d'Inertia. On a le polling pour gérer des systèmes de notifs, des systèmes de check, tout ce qui sert à checker une info en continu pour qu'elle soit à jour sur une petite partie de la page, on peut utiliser le polling. On a vu le prefetching qui nous permet de charger, de précharger en fait quand les gens s'approchent de la page des données qui peuvent être conséquentes. Donc ça peut être vraiment intéressant pour des pages où vous avez beaucoup de contenu qui est dynamique et qui dépend où vous pouvez mettre en place du cache. On a vu ensuite les deferred qui sont vraiment intéressants et le lazy loading. Et donc avec ça, vous avez de quoi vous amuser pour créer des applications hyper réactives avec une bonne UX tout en gardant le framework backend de votre choix. Et donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Si vous voulez un tuto complet sur Inertia où je crée une application de A à Z, pas seulement avec les nouveautés, dites-le moi en commentaire. À bientôt.